Bonjour tout le monde, je vais vous présenter aujourd'hui le concept, la notion d'énergie mécanique qui se trouve à la page 18 de votre cours. Alors cette notion elle est assez vite assimilée, mais ce qui est plus important et qui concerne aussi l'énergie mécanique, c'est ce qu'on appelle le principe de conservation de l'énergie mécanique, principe très important en physique que je vous présenterai dans la foulée et qui se trouve donc dès la page 19 toujours de votre cours, et ceci jusqu'à la fin, jusqu'à la page 20. Donc, il y a le concept, l'idée de ce principe, et puis ensuite, il y a un exemple. Je couperai la présentation théorique par la présentation d'une animation graphique qu'on trouve sur Internet et qui permet d'illustrer le principe de conservation de l'énergie mécanique. Alors, tout d'abord, de manière très simple, qu'est-ce que l'énergie mécanique? Eh bien, l'énergie mécanique, c'est tout simplement, donc on parle de l'énergie mécanique d'un système, c'est tout simplement l'énergie totale qui contient. Comme on a vu, que soit l'objet, il a une position, donc dans ce cas-là, il a une forme, il a une énergie potentielle qui est due à son altitude, sa hauteur, et puis s'il bouge, il a de l'énergie cinétique, c'est l'énergie de mouvement. Donc en fait, l'énergie mécanique, c'est la somme des deux, la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Alors, je vous rappelle que l'énergie cinétique, ça se calcule grâce à la formule 1/2 mv², donc c'est lié évidemment à la vitesse de l'objet. Et puis, l'énergie potentielle, alors, dans l'absolu, dans cette formule, on parle de toute forme d'énergie potentielle, mais pour l'instant, on n'en a vu qu'une, et puis on n'en verra qu'une seule. C'est l'énergie potentielle de la pesanteur, et donc, la formule qui permet de la calculer, c'est mgh. Donc, ce que dit ce qu'est l'énergie mécanique, c'est tout simplement la somme de ces deux formes d'énergie, énergie cinétique, énergie potentielle. Évidemment, l'énergie cinétique, quand on utilise une masse en kilos et une vitesse en mètres par seconde, on obtient des joules. Ici, c'était ça que je voulais faire, des joules. Et puis, de manière équivalente, pour l'énergie potentielle de la pesanteur, si on utilise une masse en kilos et une hauteur en mètres, eh bien, on obtient une énergie potentielle en joules. Donc ici, il s'agit d'additionner des joules avec des joules. On obtiendra bien entendu un résultat qui s'exprime lui aussi en joules. Donc voilà ce qu'il faut savoir pour l'énergie mécanique. C'est tout simplement la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Alors maintenant, intervient un principe très très important en physique, qui est donc le principe de conservation de l'énergie mécanique. Alors l'énoncé du principe est ici, donc je vais le lire. Dans un système isolé, c'est-à-dire un système sans frottement ou autre force extérieure qui causerait une perte ou un apport d'énergie au système, l'énergie mécanique reste constante au cours du temps. Alors reprenons ces éléments. Un système, donc, en fait, la phrase plus simple, c'est ce que je vais souligner en rouge, c'est dans un système isolé, l'énergie mécanique reste constante au cours du temps. C'est ce qu'il y a dans l'encadré ici. Si le système est isolé, alors l'énergie mécanique, qui est, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle, eh bien, c'est une constante. Alors maintenant, il faut savoir ce que c'est qu'un système isolé. Alors, un système isolé, c'est un système, comme c'est écrit, un système sans frottement. Donc, comme on le sait, les frottements ont tendance à faire perdre de l'énergie. Donc, s'il n'y a pas de frottement, il n'y a pas de perte d'énergie. Et il n'y a pas non plus une autre force extérieure qui amènerait soit une perte, soit un apport d'énergie. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de forces qui sont extérieures, qui font perdre de l'énergie ou qui en amènent. Donc, du coup, comme il n'y a ni perte ni gain, donc c'est la définition d'un système isolé, mais du coup, l'énergie reste constante. Alors, ce principe, il est très, très utile, très utilisé d'ailleurs, et aussi très utile parce qu'en fait, il y a quand même assez souvent, à la surface de la Terre, étant donné qu'il y a souvent les frottements, on ne peut pas toujours considérer que le système est isolé, mais si les frottements sont négligeables, on peut considérer que le système est isolé. Et donc, nous, c'est évidemment ce qu'on va faire ici, comme dans par exemple les cas de chute libre, on a toujours considéré que les frottements étaient négligeables. Donc ici, ce sera la même chose. On considérera que les frottements sont négligeables et que donc, du coup, le système est isolé. Mais si on va un peu plus loin,
Si on regarde ce qui se passe dans l'univers, étant donné qu'il n'y a pas de frottement dans l'espace, hein, c'est du vide, donc il y a très très peu de perte d'énergie. Donc en fait, dans l'espace, les étoiles, ce genre de choses, c'est tous des systèmes isolés. Hein. Donc du coup, c'est ce principe d'énergie, de conservation de l'énergie mécanique, il peut aisément être appliqué à des systèmes stellaires, des galaxies, des choses comme ça. Enfin bon, nous, on va utiliser ce principe uniquement, on va dire, à la surface de la Terre. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que si le système est isolé, et pour nous, ce sera toujours le cas, alors l'énergie mécanique, qui est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle, est constante. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est la somme qui est constante. C'est-à-dire que, pour donner un exemple tout simple, hein, si je vous dis la somme vaut 9, ben 9, c'est 8 plus 1, ou 7 plus 2, ou 6 plus 3, ou 4 plus 5, ou 5 plus 4. Hein, donc, à l'intérieur, l'énergie cinétique et l'énergie potentielle peuvent varier, c'est clair, mais la somme des deux reste la même. C'est ça que veut dire ce principe. Hein. Donc, si par exemple, vous avez l'énergie cinétique qui augmente, eh bien, pour compenser, il faudra que l'énergie potentielle diminue. Et vice-versa. Si c'est l'énergie potentielle qui augmente, alors à ce moment-là, c'est le contraire, ce sera l'énergie cinétique qui diminue. Je vais vous montrer quelques exemples, vous allez tout de suite voir de quoi il s'agit. Alors avant de vous montrer ces exemples, je peux aussi vous dire que, je ne sais pas ce que vous avez fait en chimie, mais il y a un principe en chimie qui est un petit peu dans le même ordre d'idée, qui est ce qu'on appelle le principe de Lavoisier. Le principe de Lavoisier qui est donc un principe de chimie, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Alors, précisons tout de suite les choses. Le principe de Lavoisier, qui est un principe applicable en chimie, il a pour but de dire que quand vous avez des molécules qui interagissent entre elles, les atomes qui sont contenus dans les molécules initiales se retrouvent dans les molécules finales. Donc, en fait, ce qui change, ce n'est pas le contenu, ce n'est pas les atomes sont toujours les mêmes. Donc, les atomes ne se créent pas, ils ne se perdent pas non plus, mais leur combinaison s'échange, et donc c'est pour ça que tout se transforme. Ça, c'est ce que veut dire le principe de Lavoisier en chimie. Le principe de la conservation de l'énergie mécanique, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais finalement, la phrase pourrait s'appliquer également, parce qu'en fait, ce que dit ce principe, c'est que si le système est isolé, rien ne se perd, donc ça veut dire l'énergie ne se perd pas. Rien ne se crée, donc ça veut dire que l'énergie ne se crée pas non plus, et donc plutôt qu'elle se transforme, c'est-à-dire qu'elle peut en fait passer de la forme cinétique à la forme potentielle, ou de l'inverse, de la forme potentielle à la forme cinétique. Il y a des échanges de formes d'énergie, mais le total, la somme totale reste la même. Si on regarde les choses dans un ordre un petit peu inversé, si vous avez un système où il n'y a pas de frottement ou autre force extérieure qui fait perdre de l'énergie, alors dans ce cas-là, il n'y a ni perte ni apport d'énergie, donc on considère ainsi que le système est isolé. Et donc dans ce cas-là, la somme d'énergie potentielle et de l'énergie cinétique est constante, donc il peut y avoir, comme je disais tout à l'heure, une transformation d'un type d'énergie en un autre type. Je vais vous montrer, donc à la suite de votre cours, ici, il y a un petit exemple. Ce petit exemple, je vais le faire tout à l'heure. Je vais en parler, hein, je ne vais pas négliger cette partie. Mais avant ça, je vais aller directement à la fin de la présentation. Et à la fin de la présentation, c'est prévu dans le cours, en fait, il y a deux vidéos. Pardon, il y a une vidéo ici qui me paraît moyennement intéressante, mais je vous mettrai quand même le lien dans un mail. Et puis, surtout, plus intéressant, il y a une animation graphique. Et là aussi, je vous mettrai le lien dans un mail. Et c'est cette animation qu'on va regarder maintenant. Alors, cette animation, elle se trouve donc à cette page ici. Hein, donc, comme j'ai dit, je vous enverrai le mail tout à l'heure. Enfin, je vous enverrai le lien dans le mail. Et donc, quand vous cliquez là-dessus, si vous avez activé les plugins nécessaires, eh bien, vous pouvez observer cette situation. Alors, qu'est-ce que c'est que cette situation? Vous avez ici une gare. Ici, on va imaginer que ça, c'est les montagnes russes. Donc, il y a un petit train ou un petit chariot, comme si on était à Europa Park ou ce genre de parc d'attractions. Comme vous le verrez ici, le petit train, il est modélisé par une bille, en fait, hein, tout simplement.
Et donc, vous avez les montagnes russes. Hein. Vous avez ici la bille qui va monter, puis qui arrivera au sommet ici, puis ensuite elle va descendre, elle va suivre le parcours, hein, comme ça, elle va faire tout le tour, jusqu'à ce qu'elle revienne à la Terre. Le principe d'un système comme ça, c'est que la première montée ici, c'est la plus haute, c'est le sommet, hein, plus haut sommet. Comment on voit que c'est le plus haut? Eh bien, en fait, on peut compter, hein, vous voyez ici, il y a un grillage sous la route, en quelque sorte, sous la piste. Et ce grillage, il permet d'avoir une idée de la hauteur. Hein. On voit ici, si on compte les carrés, je ne vais pas les compter, mais à mon avis, à vue de nez, il y en a entre 10 et 15. Il y en a clairement plus qu'ici, il y en a plus qu'ici, il y en a plus que là. Enfin, là, c'est le plus haut point, en fait, à cet endroit-là. Donc, pour l'amener là en haut, il faut lui amener de l'énergie, évidemment. Donc, ce qu'on va voir, c'est que quand on lui amène de l'énergie, bah, du coup, l'énergie mécanique n'est pas conservée puisqu'il y a un apport d'énergie. Vous allez voir l'énergie mécanique qui augmente. Et puis ensuite, cette bille, elle est laissée aller à elle-même et puis elle fait le tour. Et puis dans ce cas-là, on va considérer qu'il n'y a pas de frottement et il n'y a plus de moteur qui l'a fait aller en avant. Hein. Elle est simplement livrée à son propre élan. Et donc, du coup, dans toute cette zone, toute cette partie jusqu'à la fin, eh bien, on aura une conservation de l'énergie mécanique. Et puis à la fin, quand le petit train ou la bille donc, arrive en gare, eh bien, il va falloir qu'elle freine. Comme elle freine, elle va devoir subir une force extérieure qui va lui faire perdre de l'énergie, un peu comme des frottements, mais en plus motivé, je dirais. Et donc là, on va avoir une perte d'énergie. Et donc, ce qu'on va pouvoir observer, c'est une énergie mécanique ici qui diminue dans cette zone-là, tandis que là, l'énergie mécanique, elle augmente à cause du moteur. Et puis, dans le reste du temps, elle est fixe. Alors, regardons ce qui se passe. Je vais prendre le pad. Alors, je clique sur le bouton play là en bas. Et donc, vous voyez la bille qui monte. Alors, par exemple, si je l'arrête ici, je vais utiliser une autre couleur. Hein, je vais utiliser du jaune. Voilà. Vous voyez, quand elle est ici, la bille, elle a une certaine hauteur ici. H. Donc, si elle a une certaine hauteur, ça veut dire que maintenant, elle a une certaine énergie potentielle. L'énergie potentielle, elle est là. Hein, pot. EP, ça veut dire potentiel. Sin, ça veut dire cinétique, bien entendu. Donc, ce qu'on voit, c'est que l'énergie potentielle est en train de monter. Et puis, comme cette bille, elle a une petite vitesse, hein, puisqu'elle est en train de monter, elle a aussi une petite énergie cinétique. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est on additionne les deux, hein, l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, et on trouve l'énergie mécanique. EM, ça veut dire mécanique. Hein. Donc, on a ici la potentielle, en jaune, c'est ça. Et puis, cette partie-là, on la retrouve là en dessus. Et donc, ce qu'on voit, c'est que comme la hauteur augmente, l'énergie potentielle augmente aussi. Hein. Je peux vous montrer pas à pas. Attendez, si je clique là-dessus, voilà. Si je monte pas à pas, vous voyez que la bille, elle est en train de monter petit à petit à chaque fois que je clique sur le bouton. Elle monte à vitesse constante, donc l'énergie cinétique ne change pas. Par contre, l'énergie potentielle augmente, ce qui fait que l'énergie mécanique totale augmente. Quand elle arrive en haut, elle est à son maximum. Donc, vous voyez que ici, là, je suis au maximum, hein, à ce stade ici. Là. Ici, j'ai une situation où j'ai l'énergie mécanique qui est maximale. Là, on est au max. Essentiellement, l'énergie qu'il y a, c'est de l'énergie potentielle, qui est due à la très grande hauteur. Hein, je vous avais dit, c'est le point le plus haut ici. C'est dû à la très grande hauteur de ce point ici. Et l'énergie cinétique, elle est encore toute petite. Elle avance encore, mais pas beaucoup. À partir de là, ici, le moteur s'arrête. Donc, à partir d'ici, on devrait avoir une conservation de l'énergie mécanique. Si on considère que le moteur s'est arrêté, donc il n'y a pas d'apport d'énergie et qu'il n'y a pas non plus de frottements qui font perdre de l'énergie. Alors, si je clique sur la suite, donc sur le petit bouton qu'il y a ici, vous allez voir ce qui se passe. La bille, en fait, hop, par exemple ici. Vous voyez, il y a eu des changements. Je peux peut-être reculer un petit peu pour voir ce qui se passait à la bosse d'avant. C'était intéressant de voir ça ici. Donc, quand la bille était en train de descendre,
Vous voyez, tout en haut, ici, on avait dit, on était là. Là, il n'y avait que de l'énergie potentielle, peu d'énergie cinétique. Donc, pas que de l'énergie potentielle, mais principalement. Et puis, quand la bille commence à descendre, eh bien, elle perd de la hauteur. Vous voyez qu'ici, qu'est-ce que je pourrais utiliser comme couleur pour changer un petit peu du vert, peut-être? Si vous mettez en vert l'altitude, non, le vert, ce n'est pas une bonne idée. Peut-être du rose, c'est une meilleure idée. Vous voyez que le H descend ici, la hauteur descend. Donc, normalement, l'énergie potentielle, elle descend. Et c'est bel et bien ce qu'on peut observer ici. L'énergie potentielle, elle est en train de diminuer. Mais par contre, l'objet en descendant, il va de plus en plus vite. Donc, comme sa vitesse augmente ici, la vitesse, elle augmente, eh bien, on a l'énergie cinétique qui augmente. Donc, il y a un échange. Les deux types d'énergie s'échangent. Mais vous avez toujours cette somme ici, entre ça, l'énergie cinétique qu'on retrouve ici en bleu, et l'énergie potentielle qu'on a en jaune. La somme des deux, c'est toujours la même chose. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vais tout effacer parce que là, ça devient un peu le chenille. Qu'est-ce qui va se passer lorsque ça va remonter de l'autre côté? Eh bien, lorsque ici, la bille, elle va remonter, qu'est-ce qui va se passer? La hauteur va augmenter, donc normalement, l'énergie potentielle devrait augmenter, mais par contre, la vitesse, je crois que si j'utilise du bleu, on ne voit rien. Par contre, la vitesse va diminuer dans la montée, donc l'énergie cinétique devrait descendre. Mais la somme des deux devrait être la même. Alors, voyons si c'est bien ce qu'on obtient. Attention, suspense. Donc là, maintenant, vous voyez qu'effectivement, au fur et à mesure de la montée, l'énergie cinétique diminue parce que la vitesse diminue, mais l'énergie potentielle augmente. Alors, l'énergie potentielle, elle ne peut pas atteindre le niveau qu'elle avait là en haut, c'est-à-dire le niveau maximal. Parce qu'ici, c'est la hauteur maximale. Et puis là, on n'est clairement pas à la hauteur maximale. Donc là, on voit que ce qui lui reste comme énergie, c'est de l'énergie de vitesse. Et donc, c'est pour ça qu'elle passe la bosse avec une vitesse relativement grande, qu'on a de la peine à voir ici, parce que je fais tout pas à pas, je fais image par image, mais après, je laisserai aller, puis vous verrez les choses comme elles se passent. Et donc, maintenant, la bille, elle est en train de descendre. Donc, vous voyez que la vitesse augmente, ce qui fait que l'énergie cinétique augmente et l'énergie potentielle diminue. Et donc ensuite, là maintenant, on attaque la boucle. Donc quand elle va monter, eh bien l'énergie potentielle va augmenter. Hop, mais l'énergie cinétique diminue. Et maintenant, il y a de nouveau un échange dans le sens inverse. Et donc, on peut faire ça pendant tout le tour. On va le laisser aller pendant tout le tour. Je vais le laisser aller jusqu'à la partie où il va se mettre à freiner. Donc, je vous préviens, je vous le dis tout de suite, c'est à peu près par ici que la bille va se mettre à freiner. Donc là, je serai obligé d'arrêter pour voir ce qui se passe. Alors, je continue, j'y vais. Voilà. Donc là, vous avez la bille qui passe dans la petite montagne, dans le tunnel. Elle ressort. À chaque fois qu'elle passe des bosses, ça augmente ou diminue l'énergie potentielle et transfère en énergie cinétique. Et donc, voilà. Vous voyez que j'ai été un petit peu gourmand, on va dire. Le frein, en fait, c'est écrit ici que ça commence à freiner à partir d'ici. Donc, à partir du moment où il y a un frein, qu'est-ce qui se passe? L'énergie mécanique, elle chute, puisqu'il y a une force extérieure qui fait perdre de l'énergie. Donc, qu'est-ce qui diminue? Déjà, la gare, c'est le point le plus bas. Donc, ça veut dire que l'énergie potentielle, comme on est en train d'arriver au point le plus bas, l'énergie potentielle, elle diminue. On a une diminution ici. Donc là, on ne la voit pas puisque c'est stoppé, mais si je recule, vous pourrez la voir. Et puis, ce qu'on a aussi, c'est que vu que ça freine, il y a une vitesse qui diminue à cause du frein. Et donc, s'il y a une vitesse qui diminue, il y a aussi une énergie cinétique qui diminue. Et comme l'énergie potentielle et l'énergie cinétique diminuent, et du coup, au total, l'énergie mécanique diminue. Et vous allez voir que quand le train s'arrête, comme il est au point le plus bas, il n'a plus d'énergie potentielle. Comme il n'a plus de vitesse, il n'a plus d'énergie cinétique, donc il a une énergie mécanique qui est nulle, en fait, à la fin. Et donc, ça, c'est ce qu'on peut voir si je fais pas à pas. Vous voyez que toutes les jauges descendent, tous les niveaux, là, en fait, descendent. Et puis, si je laisse aller, ça descend jusqu'à ce que ça s'arrête complètement. Alors, je le refais aller en entier une fois.
pour vous laisser voir la chose. Vous pouvez évidemment faire ça de votre côté, puisque vous avez le lien pour cette application graphique, animation graphique. Donc, je clique. L'énergie potentielle qui augmente sous l'effet de la force du moteur. On lâche le moteur. L'énergie, il n'y a plus de perte d'énergie, plus d'apport d'énergie. La somme de l'énergie cinétique et de la potentielle est donc une constante, c'est-à-dire l'énergie mécanique est constante. Il y a des échanges entre les deux. Ceci tout au long du parcours jusqu'à la fin, où à partir d'un moment, il y a un freinage. À partir de maintenant, voilà. Et quand ça freine, eh ben, l'énergie cinétique diminue, puisque la vitesse diminue, et puis l'énergie potentielle diminue, parce qu'on arrive en gare, qui est le point le plus bas. Donc, à la fin, il ne reste plus rien du tout. Voilà pour cette animation graphique que vous pouvez donc trouver à cette adresse URL qui est ici. Hein, voilà, et que je vous mettrai avec celle de la vidéo dans le mail, encore une fois. Alors, je recule pour vous montrer maintenant un exemple de ce qu'on peut faire justement avec ce principe de conservation de l'énergie mécanique quand il est applicable, hein, c'est-à-dire lorsqu'on a un système qui est isolé. Donc ici, dans l'exemple, vous avez un pot de fleurs, ici, qui pèse 1 kg et qui tombe du balcon. Donc le balcon, il est là, hein, en fait, ici, à cette hauteur-là, qui est au 3e étage. Et je vous donne que chaque étage fait 3 mètres. Bon, c'est un schéma, hein, c'est comme ça. Ce pot de fleurs, il va tomber jusqu'à ce qu'il touche la tête du bonhomme, le malheureux, hein, en fait, qui se trouve donc 3 étages en dessous. Donc, on connaît les différentes hauteurs, en fait, hein, à différentes étapes. Et puis, donc, l'idée, c'est, grâce au principe de conservation de l'énergie mécanique, de calculer l'énergie cinétique, l'énergie potentielle, l'énergie mécanique et la vitesse à chaque étape, à chaque étage même, je dirais. Alors, pour simplifier les calculs, pour qu'on puisse les faire de tête en regardant la vidéo, on va considérer que j'ai ces 10 newtons par kilo. Hein. Vous savez qu'en fait, j'ai ces 9,81 mètres de newtons par kilo, pardon, mètres par seconde carré, ça revient au même en fait. Donc, c'est à peu près égal à 10 hein, newtons par kilo. Donc, pour faire les calculs de tête, sans sortir la machine, on prendra 10 là-dedans. Hein. Et ça, c'est uniquement pour cette fois-là. En principe, on prend 9,81. Pour déterminer l'énergie potentielle, il faut choisir un axe vertical et l'origine de cet axe va être choisie au point le plus bas, c'est-à-dire au niveau de la tête du passant. Alors vous allez peut-être vous dire, ouais, mais ce n'est pas le point le plus bas, puisque donc le pot de fleurs, quand il tombe sur la tête, quand il arrive ici, le pot de fleurs, eh bien, il peut encore tomber jusque sur le sol. Oui, effectivement, il peut encore tomber sur le sol, jusque sur le sol. Mais à partir du moment où il y a le choc avec la tête, toute cette phase-là, si on considère qu'il n'y a pas de frottement de l'air, eh bien, on peut considérer qu'il s'agit d'un système isolé. Par contre, à partir du moment où la tête, enfin le pot de fleurs percute la tête, bah, du coup, la tête percute le pot de fleurs, ça va lui donner une force. C'est la force de soutien, en quelque sorte, au pot de fleurs. Et cette force, elle va lui faire perdre de l'énergie. Donc, à partir du choc, ce n'est plus un système isolé. Donc, on ne peut plus appliquer le principe de conservation de l'énergie mécanique à partir du moment où il y a eu le choc. Donc, on peut l'appliquer uniquement dans la chute depuis le balcon jusque sur la tête. Donc, la tête, c'est le point le plus bas du système isolé, pour lequel le système est encore isolé. Donc, c'est pour ça que je vais choisir le 0 à cet endroit-là. Alors, ça, c'est ce qui est fait ici. Hein. Donc, on considère qu'on a le 0 ici, au niveau de la tête. Donc, évidemment, au premier étage, ce sera 3 mètres. Au deuxième étage, ce sera 3 plus 3, 6 mètres. Et puis, donc là, on est au premier. Ça, c'est le premier étage. Voilà, ça, c'est le deuxième étage. Et puis, au troisième étage, on a 3 fois 3 égale 9 mètres de hauteur. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Calculons et considérons plutôt le troisième étage. On a dit la hauteur, c'est 9 mètres. Donc, comme on connaît la hauteur, 9 mètres,
et qu'on connaît la masse du pot de fleurs qui vaut 1 kg. On fait 1, G c'est 10, 1 fois 10 fois les 9 mètres. C'est facile à calculer, ça nous donne une énergie potentielle de 90 joules. Ça, c'est de l'énergie potentielle. C'est l'énergie qu'a le pot de fleurs quand il est sur le point de tomber. À ce moment-là, il n'a encore pas de vitesse. Donc, sa vitesse est nulle. Ce qui fait que l'énergie cinétique, qui est donc 1/2 fois m, qui vaut 1 kg, mais sa vitesse qui est égale à 0, quand vous faites 1/2 fois 1 fois 0 au carré, ça vous donne 0. Alors, qu'est-ce que j'ai comme couleur que je pourrais utiliser ici? J'en ai pas beaucoup, mais je vais utiliser quand même du bleu. Voilà. Donc, vous avez une énergie cinétique de 0 joules. Donc, on se souvient, une énergie potentielle de 90 joules, une énergie cinétique de 0 joules. Donc maintenant, grâce à ça, en additionnant les deux, on peut trouver l'énergie mécanique. C'est ce qui est fait à la page suivante, ici. Donc l'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie cinétique et de la potentielle. La cinétique, on a dit qu'il y avait 0, pas de vitesse. L'énergie potentielle, 90 joules. Donc 0 plus 90, ça fait 90. Alors maintenant, comme on considère qu'il n'y a pas de frottement, ou que les frottements sont négligeables, eh bien, le système il est isolé. Donc, en vertu du principe de conservation de l'énergie mécanique, l'énergie mécanique, qu'on a calculée comme étant égale à 90 joules, elle vaudra toujours 90 joules pendant la chute, jusqu'à ce que le pot de fleurs atteigne la tête du bonhomme. Ce sera tout le temps 90. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Eh bien, regardons par exemple au moment de l'impact. Au moment de l'impact, la hauteur, elle est égale à 0. Je vous remonte vite le schéma. L'impact, il est là, hein, en fait. Et ici, donc quand il y a l'impact à ce moment-là, le pot de fleurs, il a une altitude de 0. Donc, s'il a une altitude de 0, quelle est son énergie potentielle? Eh bien, son énergie potentielle, c'est mgh. Si h égale 0, eh bien, l'énergie potentielle, elle est facile à calculer. Elle vaut, je vais faire en bleu, comme j'ai gardé le bleu tout à l'heure, elle vaut 1 kg pour la masse, fois 10 pour G, fois 0 comme altitude, ça fait 0. Il n'y a plus d'énergie potentielle. Mais comme on sait que l'énergie mécanique, alors là je vais changer, je vais prendre un peu des couleurs, comme on sait que l'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, je vais prendre l'énergie cinétique en rouge, et l'énergie mécanique, on va la mettre en jaune. Voilà. Et on sait que cette énergie mécanique, vu qu'elle est conservée, elle vaut tout le temps 90. Donc maintenant, on peut calculer facilement l'énergie cinétique en faisant, ici, en soustrayant l'énergie potentielle. Si vous faites moins l'énergie potentielle, vous passez ce terme de l'autre côté et il vous reste uniquement l'énergie cinétique. Donc, c'est ce qu'on fait ici et on trouve que l'énergie cinétique, c'est l'énergie mécanique moins l'énergie potentielle. Comme l'énergie mécanique, elle doit valoir 90 puisqu'elle est conservée, et que l'énergie potentielle, on vient de la calculer, elle est ici, elle vaut 0, 90 moins 0, ça fait qu'ici, l'énergie cinétique, elle vaut 90 joules. Donc en fait, à cette altitude de 0 mètre, c'est là, on a en fait de l'énergie mécanique qui n'est que de l'énergie cinétique. Donc une vitesse maximale, ce qui n'est pas étonnant puisque c'est le point le plus bas en fait, ici. Alors maintenant qu'on a calculé cette énergie cinétique, on peut calculer la vitesse du pot de fleurs. On sait que l'énergie cinétique, c'est 1/2 m fois la vitesse au carré. Je voulais faire ça en jaune. Voilà, ici. Alors, comme c'est la vitesse au carré, l'idée c'est de sortir V de ça. Donc, il faut faire un petit peu d'algèbre. Donc, vous avez l'énergie cinétique égale 1/2 m V carré. Moi, je veux V tout court. Donc, je commence par faire x2 pour me séparer d'1/2. Donc, j'aurai 2 énergies cinétiques égale 2 fois 1/2 fois mv carré. 2 fois 1/2, ça fait 1. Donc, les deux ici, ça et ça tombe. Donc, il me reste 2 énergies cinétiques égale mv carré. Maintenant, je divise
par M pour me débarrasser de ce M. Alors, il va me rester quoi? Il va me rester 2 énergies cinétiques sur M, hein, la partie gauche, si on divise par M, égale, donc mv carré sur M, hein, donc ça fait v carré tout. Et puis au final, eh bien, si je veux v, il suffit de prendre la racine de tout ça. Et donc on trouve l'expression que vous avez ici. La vitesse v, c'est la racine de tout ça, de 2 énergies cinétiques sur M. On a cette formule. Si on connaît la masse, et on la connaît, la masse c'est 1 kg, et qu'on connaît l'énergie cinétique, qui est donc de 90 joules sur la tête, hein, à cet endroit-là, on fait le calcul, 2 fois 90, 180, on prend la racine de 180, et il se trouve que la racine de 180, ça fait 13,4 mètres par seconde. Donc là, c'est le point où il y a l'énergie cinétique maximale, et on aura donc la vitesse maximale. C'est le point le plus bas sur la tête du bonhomme. Alors, en appliquant cette méthode, on peut calculer donc tout, en fait. Comment tout? Eh bien, vous voyez, là, on a calculé les choses au 3e étage, tout en haut, et puis sur la tête du bonhomme, tout en bas. Mais en fait, à chaque étage, on peut calculer l'énergie potentielle. C'est facile, parce qu'en fait, on connaît les altitudes. Hein. Là, c'est 0, ici, c'est 3 mètres. On peut calculer l'énergie potentielle en prenant H égale 3 mètres. Ici, c'est 6 mètres, hein, la même chose, on peut calculer l'énergie potentielle. Et puis, ici, c'est 9 mètres. Donc, celle-là, on l'a fait, hein, on l'a calculé. On a calculé l'énergie potentielle. Donc, quand on a l'énergie potentielle et qu'on a l'énergie mécanique, qui est 90 joules, eh bien, on peut calculer à chaque étage l'énergie cinétique en appliquant la formule qui est ici, là, voilà. Celle-ci, là, en bas. L'énergie cinétique, c'est la différence. L'énergie potentielle, on la calcule connaissant la hauteur. L'énergie mécanique, c'est toujours 90 joules. Donc, on peut à chaque fois calculer l'énergie cinétique. Et donc, comme l'énergie potentielle, elle a tendance à diminuer dans la chute, on enlève quelque chose de plus en plus petit. Donc, normalement, l'énergie cinétique augmente. Et l'énergie cinétique, elle est liée à la vitesse grâce à la formule que vous avez ici. On peut rappliquer à chaque fois. Si l'énergie cinétique augmente, eh bien, la vitesse elle devrait augmenter aussi. Et c'est pour ça que tout en bas, au point le plus bas, eh bien, c'est là que l'énergie cinétique est maximale et que la vitesse est maximale également. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez refaire les calculs par vous-même. Moi, j'ai fait le raisonnement et je vous donne le résultat dans un tableau qu'on a ici. Donc, les hauteurs, ça c'est bon. On a calculé l'énergie potentielle à 9 mètres. L'énergie cinétique, on l'a calculée sachant qu'initialement la vitesse est nulle. Donc, on a calculé l'énergie mécanique comme étant la somme entre la potentielle et la cinétique. À partir de ce moment-là, comme on considère que l'énergie mécanique est conservée, on peut calculer toutes les énergies mécaniques. Et nous, ce qu'on a fait, c'est ensuite de calculer les énergies potentielles. Nous, on n'en avait calculé qu'une seule, c'était celle-là, à 0. Mais si on veut, on peut facilement calculer celle à 6 mètres et celle à 3 mètres. Du coup, en faisant la différence entre l'énergie mécanique et l'énergie potentielle, on peut calculer les énergies cinétiques. Et en utilisant la formule qui contient une racine, à partir de l'énergie cinétique, on peut donc à chaque fois calculer les vitesses. Et donc, en définitive, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'énergie potentielle, elle diminue pendant la chute, tandis que l'énergie cinétique, elle augmente. Là, ça diminue. Vous voyez, ça passe de 90, 60, 30, 0. Ici, au contraire, ça augmente. Donc, comme le petit chariot sur les montagnes russes, il y a un échange entre les deux. Tandis que l'énergie mécanique, elle est tout le temps la même. Et évidemment, la vitesse, elle aussi, elle augmente avec l'énergie cinétique. Donc, on a un échange ici. L'énergie potentielle se transforme en énergie cinétique au fur et à mesure que le pot de fleurs tombe. Alors, 2 remarques pour terminer. Lorsque le pot de fleurs est tout en haut, sur le balcon, il a à ce moment-là une énergie potentielle maximale car la hauteur est maximale.
Et il a une énergie cinétique minimale, même en réalité égale à 0, car la vitesse est égale à 0. Ici. Puis maintenant, il tombe, et puis qu'est-ce qui se passe quand il arrive sur la tête, quand il heurte la tête du passant? À ce moment-là, l'énergie potentielle, elle est minimale, car même nulle, car H égale 0, d'après notre choix de l'origine. Donc, comme l'énergie potentielle a diminué, au contraire, l'énergie cinétique a augmenté et donc elle est même maximale à cet endroit. Voilà pour ce principe de l'énergie mécanique que vous allez donc appliquer pendant les 2 dernières semaines sur des exercices que je vais vous donner à faire. Et on s'arrêtera là pour la théorie. Il n'y a plus rien en fait dans ce cours de plus que ça. Donc maintenant, ce qu'il faut faire en fait, c'est de voir comment on peut exploiter ce principe de conservation de l'énergie mécanique dans quelques exercices qui sont au début assez simples et puis ça va se compliquer un tout petit peu. Voilà, alors je m'arrête là pour cette présentation de l'énergie mécanique et surtout du principe de conservation de l'énergie mécanique.